Ifriqiya Sport, la planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboto, Ayon, Djaraman, à tous les Africains, tous les auditeurs de Ifriqiya FM en Afrique et à travers le monde. Je vous salue, Walid Bouchnafa, avec vous pour une émission Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous qui est consacré au sport africain, qui est consacré à l'actualité sportive africaine. Ifriqiya Sport, pendant la Coupe d'Afrique, elle traite aussi l'actualité. Par le passé, on traitait de l'actualité, des entretiens, des reportages sur le sport africain en général. Mais en pleine Coupe d'Afrique, on va parler de l'actualité sportive africaine. Alors restez avec nous et bonne écoute avec nous sur notre émission. J'attends aussi vos messages comme d'habitude. Devant nous une demi-heure de sport sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM qui parle aujourd'hui du sport africain. Au programme aujourd'hui, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Nigeria, Angola, Cap-Vert, Afrique du Sud, Mali, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, la Guinée. Le suspense va continuer et on va savoir quelle sera la nation africaine ou les nations africaines en demi-finale de la Coupe d'Afrique. On reparlera aussi d'un match Algérie-Sénégal. Demain, on va avoir un Algérie-Sénégal, écoutez bien, mais dans le rugby, on va avoir un match amical en deux grandes nations africaines de rugby, bien sûr, Algérie-Sénégal. On va connaître un match amical demain en France qui va se jouer, mais il va opposer deux grandes nations africaines du rugby. Et ça, c'est important pour nous de suivre toute l'actualité africaine, même celle du rugby. Pour le casting aujourd'hui, des invités de marque, en plus de Monsieur Mani Osman, le Sénégalais sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Sénégalais qui est sélectionneur de l'équipe d'Algérie de rugby. On aura avec nous Monsieur Nordim Bouchara, expert entraîneur de football, diplômé, formateur, champion d'Afrique avec le Sénégal en 2019 pour une lecture complète de la Coupe d'Afrique. En exclusivité, bien entendu, on a l'ex-capitaine des Bafana, Pierre Issa, qui est le seul francophone de l'équipe de Bafana, celle qui a gagné le titre en 1996, titre qui a, on va dire, honoré beaucoup l'ex-président, paix à son âme, monsieur Nelson Mandela, titre qui a donné, on va dire, de l'élan, de l'espoir au football sud-africain. De Côte d'Ivoire, Mamadou Cissé, Mohamed Cissé, expert du football guinéen, journaliste, il va être avec nous. Et Salif Diakité pour parler de ce match Côte d'Ivoire-Mali. Mes amis, les quarts de finale débutent, la Coupe d'Afrique est là. On va avoir aujourd'hui deux matchs importants, un Nigérien-Angola et un République démocratique du Congo, Guinée-Conakry. Et avec nous de Abidjan, Mohamed Cissé, journaliste spécialiste du football guinéen. Bonjour Mohamed, quelle est ta lecture du match du Sili ? Oui, bonjour mon cher, et voilà, donc je vois le match dans une atmosphère très très compliquée, très délicate pour chacune de ces deux formations, parce que quand vous prenez l'équipe de Guinée, quand vous revoyez un tout petit peu comment elle a pu atteindre ce niveau-là, qui était tant attendu, qui est historique à la fois, donc je me dis que le match serait dans une ambiance, j'ai envie de dire, excitante, parce que aujourd'hui, l'ambition pour ces joueurs, pour ce staff, pour toutes les autorités sportives du pays, c'est de pouvoir mettre
la barre encore un peu plus haute. Donc voilà, le match ça va être un tout petit peu tendu parce que quand vous revoyez aussi un tout petit peu, vous conviendrez avec moi que la Guinée n'a toujours pas réussi à battre cette équipe de la RD Congo. Ça a toujours été compliqué, toute confrontation confondue. La Guinée ces dernières années, la Guinée n'a pu enregistrer aucune victoire face à cette équipe congolaise, mais ça ne veut pas dire que elle peut pas renverser la tendance durant cette 34e édition, où elle ne peut pas, disons, lever ce signe indigent-là. C'est possible de le renverser dans cette compétition parce que ce que les joueurs ont réussi à mettre fin, une malédiction de 48 ans, après 1976, la Guinée n'a pas pu enregistrer une victoire lors de matchs à élimination directe d'une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie de dire, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, ils ont réussi à lever, s'il faut, ce signe indien-là. Donc, j'ai envie de dire que la suite serait, encore une fois, excitante parce que, à défaut de passer là, les joueurs risquent d'entrer un tout petit peu dans l'histoire de cette compétition avec le CD national. Quelle est l'ambiance prévue, à ton avis, aujourd'hui? Alors, l'ambiance qui prévaut, ça veut dire que c'est, vous savez, contrairement aux deux premières sorties de la Guinée où certains supporters ont eu du mal à avoir accès au stade pour aller apporter de la force à cette équipe et tout, toutes les responsabilités ont été engagées dans ce sens-là. Les autorités se sont engagées afin de pouvoir faciliter l'accès à tout supporter qui a effectué le déplacement pour Abidjan afin d'apporter de la force à cette équipe-là. Aujourd'hui, l'ambiance, elle est cruciale, elle est conviviale autour de cette équipe de CD national parce que là, on est en pas d'écrire encore une nouvelle histoire, d'atteindre pour la première fois de l'histoire du pays les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le moral au sein de l'équipe nationale, il est trop bon, j'ai envie de dire, parce que tout a été mis en place. Si les conditions étaient à 90% remplies, les autorités en ont redoublé. Donc aujourd'hui, tout est mis en place pour permettre à cette équipe de pouvoir passer ce niveau-là. Donc voilà, c'est ce qu'il y a là. Maintenant, les informations autour de l'équipe, vous savez mieux que moi que ces derniers temps, il y a eu des rumeurs comme quoi les primes n'ont pas été payées et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, toutes les primes ont été disponibilisées, tout est prêt, tout doit être remise à cette équipe-là avant son match contre la République démocratique du Congo. Donc tout est là et tout est prêt. Voilà, donc c'est un tout petit peu ça. En tout cas, j'ai envie de dire que les autorités se sont montrées bien conscientes de l'immense prouesse, l'immense exploit que les joueurs aujourd'hui sont en train d'organiser durant cette 34e de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, là, Kaba et ses hommes ont un moral au beau fixe et ils envisagent de tirer un peu plus haut le tricolore guinéen dans cette compétition. Pour toi, quel est le joueur qui a donné vraiment satisfaction dans cette équipe du Chili? Le joueur qui a été la révélation chez vous durant cette compétition, vous savez, à l'issue de la phase de groupe, je dirais tout simplement que c'est Agibou Camara qui s'est montré très poignant, très lucide, très technique et tactique à la fois, parce que il respectait non seulement les consignes tactiques mises en place par le coach, mais également il se montrait aussi très fringant dans le jeu de la Guinée. Maintenant, c'est un gamin, certes il avait été confronté à des difficultés afin de pouvoir s'insérer dans ce groupe-là, mais il prend plaisir en participant à cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale. C'est l'une des très grosses révélations au sein de l'équipe nationale de Guinée. Mais quand même, personne ne doutait de son potentiel, mais il est encore en train de confirmer au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième, peut-être qui ne saute forcément pas aux yeux des uns et des autres, c'est le type qui a été à la base du but libérateur, du but sauveur qui a été inscrit contre
la Guinée équatoriale. J'ai envie de parler de Ibrahim Diakité. En tout cas, il y a aujourd'hui beaucoup de talent, beaucoup de pépites au sein de cette équipe nationale de Guinée. Maintenant, l'acclimatation, la familiarisation avec les autres joueurs, c'est ce qui tarde un tout petit peu, mais sinon le talent quand même il est là. Mais si Yagibou a réussi et que ce gamin-là aussi a réussi à nous sortir un tel parcours durant cette compétition, ça veut dire tout simplement que si l'entraîneur prend ses responsabilités et qu'il les met dans de bonnes dispositions, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de talent, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs qui vont oser disputer ces genres de compétition avec le Sidi national. Merci Mohamed Cissé, journaliste spécialiste du football guinéen, pour ta disponibilité toujours pour Ifriq FM. On te remercie et on te salue. Toute l'équipe de Ifriq FM te salue. De la Guinée vers l'Afrique du Sud, avec nous une légende sud-africaine, une légende de l'équipe des Bafana Bafana, ancien capitaine de l'équipe sud-africaine, francophone pour nos auditeurs francophones de Ifriq FM, même si on n'aurait pas eu de problème avec un anglophone ou n'importe quelle langue qui est parlée en Afrique. Bonjour mon ami Pierre. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs. Un mot sur le match de qualification en quart de finale. Oui, c'est une belle qualification. On est très content pour les joueurs, le pays. Ça faisait longtemps que les Bafana n'étaient pas vraiment dans une grande compétition africaine. Et là, aller en quart de finale, c'est magnifique. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les prétendants à remporter cette CAN ont été éliminés, sauf la Côte d'Ivoire, même si elle a eu beaucoup de soucis pour se qualifier. Non, très content de cette victoire. Pour toi, la force de cette équipe sud-africaine est où ? La force de cette équipe, je pense que c'est l'axe central, la solidité défensive et aussi leur gardien de but. Mais pour ne citer que vraiment l'état d'esprit des joueurs, on voit que c'est des joueurs qui jouent souvent ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'aide et de solidarité. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe a montré qu'elle pouvait aller assez loin dans la compétition. Pierre, quel est le joueur qui t'a vraiment impressionné ? Le joueur qui m'a le plus impressionné, on va dire, j'aime bien les deux centraux, mais c'est vrai que Mokoena, en plus de son but, a été vraiment très bon et très impressionnant par sa vitesse. Donc c'est un joueur vraiment, je pense que on a plaisir à le voir jouer. Toi, tu as déjà gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Un conseil pour les Bafana Bafana ? Le conseil, c'est pas s'enflammer, c'est tout simplement. Je pense que il n'y a pas besoin de s'enflammer parce qu'on n'était pas qualifié à la CAN d'avant. On voit bien que tout peut aller très vite, il n'y a pas de petites équipes. Donc continuer à respecter tout le monde, mais à craindre personne. Je te laisse le mot de la fin, Pierre, un dernier mot. Et vraiment, félicitations au public. On est vraiment très contents parce que on voit que les matchs sont... il y a vraiment de beaux matchs et de belles surprises. Donc il y a du monde dans les tribunes. Continuez à chanter et à supporter vos équipes. Cette CAN, elle est vraiment elle est passionnante. Merci Pierre Issa de ta disponibilité pour Ifriq FM. Je vous cache pas, Pierre, c'est un ami à moi. Pierre, c'est un Libanais sud-africain, champion d'Afrique en 96 avec la Sud-Afrique. Il a participé à la Coupe du Monde avec eux en 98. Il est passé par le club de l'Olympique de Marseille, de Chelsea, de Watford en Angleterre. Et aussi, il a joué au Liban, en Grèce. Pierre, une légende du football sud-africain. On te remercie, Pierre, de ta disponibilité et l'exclusivité que tu as donnée pour Ifriq FM. Le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent pour aller en demi-finale. Et par coïncidence, je vous donne aussi une info exclusive. Le coach du Mali est natif de Abidjan. Le coach du Mali, Eric Chel, est natif de Abidjan. Pour parler de ce match-là, avec nous Salif Keita, spécialiste du football africain et du football malien. Mon Salif, bonjour. Salut Walid, et spécial coucou à tous les fidèles auditeurs d'Ifriqiya FM, la radio panafricaine. Ton impression sur les aigles dans la Coupe d'Afrique? L'équipe du Mali ne cesse de m'impressionner dans cette CAN. On a vu que le Mali monte en puissance au fil des rencontres.
les Maliens ont battu l'Afrique du Sud d'entrée 2-0, même si ils ont connu une entame de match difficile avant d'enregistrer 2 matchs nuls respectivement contre la Tunisie 1-1 et face à la Namibie 0-0. C'est d'ailleurs l'une des 2 rencontres de cette CAN qui n'a pas enregistré de but. Un triste match nul 0-0. Au-delà de ça, en 8e de finale contre le Burkina Faso, on a vu une autre équipe malienne qui a largement dominé le match, qui a maîtrisé son sujet et qui s'est logiquement imposé par le score de 2-1. Alors, sans vous mentir, j'ai été vraiment impressionné par la prestation de cette équipe malienne. Et je vois que le Mali compte aller très très loin dans cette compétition. Même si le Mali est tombé sur le pays organisateur en quart de finale, et il y a une rivalité énorme entre ces 2 nations. C'est un match 50-50, il n'y a pas de favori. C'est 50-50, il n'y a pas de favori. Et les Maliens peuvent bien bousculer la hiérarchie. La Côte d'Ivoire qui a 2 titres de champion à son actif alors que le Mali n'a jamais remporté la CAN. Le Mali court toujours derrière sa toute première étoile dans cette compétition. Même si on s'en souvient, le Mali a perdu la finale en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Les Maliens espèrent faire mieux cette année en Côte d'Ivoire. Alors, je ne pense pas vraiment qu'il y a un joueur au sein de cette formation malienne qui fait l'unanimité. Le Mali a une jeune équipe, une équipe homogène, talentueuse, de la défense à l'attaque en passant par le milieu. Il y a vraiment des joueurs de classe mondiale, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, Yves Bissouma, qui est censé être la star de cette équipe, n'est même pas titulaire pour le moment parce que il a commencé la CAN avec des petits bobos, ce qui fait que il a été relégué au banc. C'est peut-être le jeune Kamori Doumbia, un des milieux de terrain, l'un des jeunes joueurs promoteurs de cette sélection malienne qui au fil des matchs impressionne en tout cas le public sportif ivoirien. Et à mon avis, s'il y a un joueur à surveiller de très près dans cette CAN, c'est bien le jeune Kamori Doumbia, car il a une vision de jeu parfaite. Il se positionne très bien sur le terrain et il joue avec ses partenaires. Il a une technicité hors norme. Kamori Doumbia, c'est vraiment un top player. Parle-nous du match qui va vous opposer à la Côte d'Ivoire. La rencontre de demain entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comptant pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est très attendue par les amoureux du ballon rond. Un match choc, un classique, un derby, que dis-je? C'est le match de l'année, c'est le match du siècle si vous voulez même, car il existe une énorme rivalité entre ces 2 pays voisins en termes de football surtout. L'histoire nous apprend que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en phase finale de CAN. La même histoire nous apprend également que le Mali n'a jamais perdu face au pays organisateur dans une phase finale de CAN. Alors quelqu'un va certainement tomber demain et c'est un match qui est très très attendu. Que ça soit sur le continent ou ailleurs, personne ne veut rater ce match choc. C'est peut-être là même l'affiche avant c'est peut-être là l'affiche de la finale de cette CAN avant la lettre, puisque comme je l'ai dit, la rivalité est énorme entre ces 2 nations. Alors, jusqu'ici, le Mali a fait un parcours impressionnant dans cette phase finale de CAN avec Jusqu'ici, le Mali a fait un parcours impressionnant dans cette phase finale de CAN avec 2 victoires et 2 matchs nuls, 5 buts marqués, 2 encaissés. Alors que la Côte d'Ivoire n'était pas loin de l'élimination, puisqu'en phase finale, la Côte d'Ivoire a enregistré 2 défaites
et une victoire. On s'en souvient, en quart de finale, les éléphants ont réalisé une prestation double XL pour écarter le champion en titre, le Sénégal. C'est jusqu'ici leur match référence. Donc, partant de ces analyses, on peut s'attendre à un match très très difficile, un match compliqué. Mais le Mali, qui a une très bonne équipe, une jeune équipe, une équipe talentueuse, peut faire la différence à mon avis. Mais attention, les Ivoiriens qui auront le soutien de leur public vont se donner à fond afin de gagner ce match pour atteindre le dernier carré de leur CAN. Un mot de fin pour nos auditeurs au nord du Mali qui nous écoutent beaucoup. On vous salue. Un mot de fin s'il te plaît, en langue locale. Pisansi, Mali Pisansi, Omainde. Coucou, salam alaikum tout le monde ka yira ka fodrom an bela jenembe anga samata segew ko Mali ni Côte d'Ivoire bena ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ CAN quart de finale la Chine a bɛ kɛ ntolatan duman ntolatan jijali n b'a dɔn sebaya Mali bɛ a sɔrɔ ala ka sebaya nɔgɔya Mali ye ala ka kupu nɔgɔya Mali samata segew ye ciao ciao. Merci Salif Diakité de ta disponibilité. Tu es toujours avec nous à Ifrik FM. Tu nous aides, tu nous donnes des informations. On te remercie de ta disponibilité et on salue tous nos auditeurs au Mali qui nous écoutent, qui nous envoient des messages, qui like nos posts. Alors on vous remercie. On vous dit qu'on est là pour vous servir avec une actualité sportive africaine, purement africaine. Pour terminer le chapitre football et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, on a avec nous l'expert international d'origine algérienne, le champion d'Afrique en 2019 avec le Sénégal, qui a aussi travaillé dans des clubs européens de Brighton à Brest, à Troyes. Il a travaillé aussi comme sélectionneur adjoint de la Mauritanie. Nordine Brochard avec nous. Bonjour Nordine. Bonjour Walid, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'Ifriqiya. J'espère que vous allez bien. Nordine, ton analyse sur les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique, comment tu les as vus? Nous avons assisté à des huitièmes de finale très disputés et ce jusque dans les dernières secondes. À part le match Angola-Namibie où les Angolais très rapidement ont mené au score malgré l'expulsion de Neblu, tous les autres matchs ont été des matchs disputés, que ce soit le match Nigeria-Cameroun où Lookman marque le deuxième but à la 90e minute, que ce soit le match Guinée équatoriale contre la Guinée où Bayo marque l'unique but de la rencontre, là aussi à la dernière minute, le fameux match Égypte-RDC qui se joue au penalty, le Cap-Vert qui l'emporte contre la Mauritanie grâce à un but de Ryan Mendes, là aussi dans le temps additionnel à la 88e minute, Ce match aussi Sénégal et Côte d'Ivoire où Kessié égalise à la 86e minute et les Ivoiriens l'emportent au penalty, tout comme le match Maroc-Afrique du Sud. Marocain rate un penalty dans les dernières minutes et les Africains du Sud trouvent la libération, je dirais, à la 90e minute par un but de Mokoena et qui permet à l'Afrique du Sud d'aller en quart de finale. Donc des matchs très disputés, des matchs très indécis jusque dans les dernières secondes. Et c'est ce qui nous a fait vivre des huitièmes de finale intéressants. On a assisté à un très beau huitième de finale où l'Afrique du Sud sort le Maroc. Beaucoup d'équipes disqualifiées. Comment tu expliques cela et comment tu vois comment ils étaient disqualifiés? L'élimination du Ghana et du Cameroun, pour moi, n'est pas une surprise. Le Cameroun, je crois, a remporté 3 matchs sur ses 13 dernières rencontres et le Ghana 4 matchs sur ses 13 dernières rencontres. Ces deux équipes, pour moi, ont des points communs dans le sens où il y a une grosse instabilité au niveau de l'équipe, du staff, de la fédération, et que on peut distinguer des problèmes internes qui nuisent à l'efficacité et qui nuisent à la compétitivité de ces deux équipes. Pour la Tunisie, la défaite face à la Namibie leur a fait très mal. Et bien que derrière, ils fassent jeu égal avec le Mali, puis jeu égal avec l'Afrique du Sud, ils terminent dernier de leur poule. C'est une équipe qui nous a habitués à être très très solide défensivement et qui malheureusement
manque d'efficacité offensivement et qui ne dispose pas, à mon sens aujourd'hui, des individualités nécessaires pour affronter les meilleures équipes africaines ou les meilleures équipes mondiales. L'équipe marocaine, quant à elle, était très attendue lors de cette compétition au regard de l'exploit qu'elle a créé en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais comme je le disais, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, ce sont deux compétitions complètement différentes. En Coupe du Monde, le Maroc a construit ses victoires sur une assise défensive très très solide et sur des phases de transition éclairs qui leur ont permis d'arriver en demi-finale. Alors qu'en Coupe d'Afrique, on demande à cette équipe d'être dominatrice, de faire le jeu, de prendre le jeu à son compte. Et on a bien vu qu'elle avait beaucoup plus de difficultés dans ce domaine. Parce que tout bêtement, quand vous avez le ballon, quand vous avez la possession, vous êtes en déséquilibre. Et en Afrique, toutes les équipes disposent d'attaquants qui, à n'importe quel moment, peuvent prendre la verticalité, la profondeur et vous créer des brèches et des occasions de but tranchantes. Et d'ailleurs, Walid se méfiait fortement de cette compétition dans la mesure où il savait que c'était une compétition où il devait prendre le jeu à son compte et que c'était pas une mince affaire. Quant au Sénégal, je suis très très déçu pour les Sénégalais, très déçu pour les joueurs, pour le staff, dans la mesure où je pense que cette équipe disposait d'un effectif suffisamment important et d'une qualité de jeu suffisamment importante, qualité de jeu qu'elle avait démontré dans les matchs précédents pour aller au bout de cette compétition. Le premier but, je pense, les a desservis en marquant rapidement, au lieu de continuer à jouer et de prendre le jeu à leur compte et d'avoir la possession et de se montrer encore une fois dangereux face à une équipe ivoirienne qui se cherchait et qui avait été battue largement précédemment. Ils ont préféré défendre, ils ont préféré attendre et procéder en contre. Ils ont eu des opportunités, mais ils ont manqué d'efficacité et malheureusement, ça n'a pas suffi pour passer en quart de finale. Et ce que je regrette, c'est que les Sénégalais aient manqué d'ambition sur ce match-là. Car je pense qu'ils avaient largement la place de passer face aux Ivoiriens. Nordine, pour toi, la cause d'élimination de certains gros Africains, elle est due à quoi? Je pense que la chaleur nivelle le niveau des équipes. Quand vous jouez sous des températures à 32, 35 degrés, avec des taux d'humidité très importants, il est difficile de répéter les efforts à haute intensité et donc on assiste à des matchs qui sont hachés, qui avec beaucoup de temps d'arrêt où le temps de jeu effectif est pas important. Et donc, ce qui, à mon avis, favorise les équipes qui ont des projets de jeu plus défensifs, et ce qui ne permet pas à certaines équipes qui ont besoin de mettre de l'intensité, du rythme, d'imposer. Quelle est l'équipe qui t'a vraiment marqué dans la compétition? Je n'ai pas été surpris ou marqué par une équipe en particulier dans cette compétition parce que je connais bien ces équipes-là depuis une dizaine d'années que je travaille sur le continent africain. Ces équipes-là, qu'on retrouve en quart de finale, sont en progression, comme le Mali aujourd'hui, qui arrive à maturité, comme le Cap-Vert aujourd'hui, qui a un groupe qui se connaît parfaitement et qui joue ensemble depuis plusieurs années, comme la Guinée. Et le point commun en fait de ces équipes-là, tout comme la RDC ou la Mauritanie, c'est que on voit à la tête de ces équipes des coachs qui sont là depuis plusieurs années, qui ont construit un groupe autour de valeurs qu'ils ont eux-mêmes définies, et on sent bien une stabilité dans ces équipes-là depuis plusieurs années. Et donc je pense que c'est cette stabilité qui permet à ces équipes-là d'avoir des résultats aujourd'hui. Et j'espère que les dirigeants regarderont de près ces équipes-là pour Berlin jeudi. Nordine, une question qui est purement, on va dire, niveau management. Est-ce que tu penses que la CAN est nuisante pour certains joueurs africains dans leur carrière en Europe? Je ne vois pas en quoi la Coupe d'Afrique peut nuire à la carrière d'un joueur. Et ça, c'est une mauvaise vue de l'esprit. Effectivement, je pense que on peut se poser la question, comme pour la Coupe d'Asie qui se joue actuellement,
des dates de ces compétitions qui se jouent en plein championnat européen. Mais je dirais que à l'avenir, il faudra réfléchir, synchroniser les calendriers des compétitions internationales pour que effectivement, on puisse jouer des compétitions continentales, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, voire sur d'autres continents en même temps, et que tous les championnats s'arrêtent de manière à ce que ça ne crée pas de crispation ou de problématiques au niveau des clubs. Quand les clubs recrutent des joueurs africains ou des joueurs asiatiques, ils connaissent les calendriers, ils connaissent les dates de ces compétitions-là, et en aucune manière, s'ils recrutent ces joueurs-là, ils doivent s'offusquer des dates des compétitions. Bien au contraire, je trouve que la Coupe d'Afrique ou ces compétitions-là permettent à certains joueurs de se distinguer et permettent d'ailleurs à ces clubs-là de valoriser leurs joueurs. Ton pronostic sur le futur? Difficile aujourd'hui de faire un pronostic sur l'issue de cette compétition, tant nous avons été surpris, tant les résultats aujourd'hui sont surprenants. Je dirais que, à mon sens, le Mali dispose d'un groupe vraiment homogène pour aller au bout de la compétition. Mais si on revient dans le contexte de la compétition, le Mali sera opposé à la Côte d'Ivoire et donc le pays d'accueil de cette compétition. Et même si cette équipe-là, qui n'est pas à mon sens une équipe, mais une somme d'individualités, n'est pas au mieux, elle peut créer, avec la pression, avec le contexte, elle peut créer la surprise. Le Nigeria, là aussi, porté par Osimhen, un grand Osimhen, qui a énormément pesé face au Cameroun, pour moi, dispose de toutes les qualités pour aller au bout. Non pas parce que cette équipe dégage là aussi une homogénéité, mais tout simplement parce que c'est une équipe solide, qui prend peu de buts et qui dispose de très grosses individualités. Et à ce stade de la compétition, je dirais que les individualités peuvent faire la différence. Un dernier mot, on se tutoie et je te laisse le dernier mot. Un dernier mot, portez-vous bien, soyez dynamique, soyez en bonne santé, restez en bonne santé, soyez proches de vos amis, de votre famille, et encore une fois, prenez soin de vous en cette nouvelle année pour mener à bien vos projets personnels et vos projets professionnels. Je vous dis à très vite et merci à vous, Walid. Prenez soin de vous. À très bientôt. Le chapitre du football est clos. On va aller sur le rugby, sport que j'aime bien. C'est un sport d'homme avec de l'intensité. Avec nous, Ousmane Mané, sélectionneur de l'Algérie, en exclusivité sur Ifriqiya FM. Il va nous parler de ce match Algérie-Sénégal, match important. Salam Ousmane, tu es avec nous sur Ifriqiya FM avec une petite présentation. Salam alaikum à tous. Mané Ousmane, ancien international sénégalais. Maintenant à la tête de la sélection algérienne de rugby depuis septembre 2021. Je suis très heureux d'être à la tête de l'équipe algérienne de rugby, une équipe de haut niveau. Un sport à développer aussi en Algérie, sur les terres algériennes. En tout cas, je suis très content de l'organisation du match de demain contre le Sénégal. Une belle nation aussi du rugby. Ousmane, si c'est possible, ton parcours? Je vais vous expliquer mon parcours avec l'équipe algérienne de rugby. Tout d'abord, ça a commencé en 2007 avec les portes ouvertes à Oran, au stade Zabana. On est parti avec des ballons, des plots, pour faire découvrir le rugby en Algérie. Après cela, quelques années plus tard, quand la fédération a été créée, en 2016, j'ai été nommé en 2016 aussi, sélectionneur des U18 pour participer aux Jeux de la jeunesse africaine à Alger en 2018. Qualificatif pour les JO des jeunes à Buenos Aires. C'est de l'olympisme, c'est du rugby à 7. Le premier match on joue contre l'Afrique du Sud, qu'on perd. Mais on finit 5e de cette compétition. Par la suite de cela, j'ai été nommé sélectionneur des U20. On a fait quelques matchs qu'on a gagnés, bien évidemment. Ça s'est très bien passé. Et j'ai gravi les échelons pour arriver en 2021 à la tête de l'équipe nationale algérienne de rugby. À cette époque-là, nous avons effectué un test match contre la Côte d'Ivoire qu'on a remporté. Puis après, en 2022, l'été 2022, on a participé à la première African Cup pour l'Algérie. On gagne en quart de finale contre le Sénégal. En demi-finale, on perd de 3 points contre le Kenya, une grosse nation du rugby mondial. Et pendant ce tournoi-là, on finit 3e africain.
et on gagne contre le Zimbabwe la petite finale. C'est une expérience magnifique pour nous, pour les joueurs. Et on espère, pour les prochaines qualifications de la Coupe du Monde, gravir un échelon. Un match spécial pour toi, ce Algérie-Sénégal? Pour le match de demain, ça va être un peu le choc des titans entre deux nations qui sont déjà rencontrées en quart de finale de African Cup, remportée par l'Algérie. Les Sénégalais vont être revanchards. Ils viennent avec une grosse équipe. Nous, sur ce match-là, on a plus fait une revue d'effectifs avec beaucoup de jeunes pour les voir évoluer au plus haut niveau. On a laissé quelques joueurs cadres au repos. Et nous sommes impatients de ce match de demain. Ce sera une belle fête pour le rugby et surtout le rugby africain. Et nous sommes fiers aussi de représenter tout cela, que ce soit l'Algérie, le Sénégal et l'Afrique. Et aussi un mot de foot, Ousmane. Quelle est ton analyse sur cette CAN de football? Et j'ai constaté aussi pendant cette Coupe d'Afrique des Nations qui se passe en Côte d'Ivoire, où c'est la Coupe d'Afrique des surprises. Tous les favoris sont sortis soit au premier tour, soit en huitième de finale, notamment l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, et j'en passe. Et c'est une Coupe d'Afrique des Nations avec plein de surprises, plein de rebondissements, plein d'émotions. Une très belle Coupe d'Afrique bien organisée. Et je suis attentivement tous les matchs et je trouve que il y a beaucoup d'émotions et c'est le football, quoi. Que ce sport-là qui peut procurer ces émotions-là. En tout cas, magnifique. Vive l'Afrique et c'est l'Afrique qui gagne. Un dernier mot pour nos auditeurs en Wolof. Je sais que tu es de la Casamance et tu parles Wolof. Je souhaitais vous remercier pour cette interview. Et je vais vous dire un petit mot en Wolof. Jarajef, ça veut dire merci en Wolof. Merci. Merci Ousmane de ta disponibilité. En attendant que tu nous rends visite et tu viens au siège de Ifriqi FM. Pas de souci, Walid, nickel. Merci encore pour cette interview. Ça me fait plaisir. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Merci Ousmane Mané qui était avec nous. Mes amis, je vais vous donner une exclusivité. Ousmane Mané est d'origine de Casamance. Il s'appelle Mané. Alors ça veut dire que il m'a dit que c'est le cousin à Sadio Mané, le cousin du capitaine de la sélection sénégalaise de la Teranga. Alors un Mané du Sénégal en football et un Mané avec l'Algérie en rugby. Et on salue tous nos auditeurs de Casamance et mon ami aussi Yaya Baldé, président de la Ligue de football de Casamance, que je salue au passage parce que c'est un de nos auditeurs. Je reçois ces likes et je profite de cette occasion pour vous dire, écoutez, likez et donnez-nous vos commentaires. On arrive à la fin et le proverbe de la fin, un vieil homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Un vieil homme qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors profitez des vieux, surtout des vieux africains. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de humanisme. Ils ont beaucoup, ils ont ce vécu, ils ont des proverbes. C'est des bibliothèques qui sont en vie. Alors profitez de ces bibliothèques et enrichissez-vous au niveau culturel africain. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et aussi de 26 minutes sport. Et à bientôt.